Every person on Earth deserves to live a healthy life. Yet in many parts of Africa, people lack basic access to quality medicines they can trust and afford. Inspired to change this, Shalina Healthcare was established over 30 years ago, with a mission to provide quality pharmaceuticals that are readily available at affordable prices to those who need them most across the African continent. Our mission to provide quality medicines that are affordable and available guides every decision that we make here at Shalina Healthcare. From which new products to launch, to the investments in our manufacturing plant, and to where to open a new distribution depot in Africa. We do this because real lives are at stake, and we are passionate about making a meaningful contribution in Africa. With Africa's projected increase in population over the next few years, more and more people are requiring greater access to affordable, quality medicines. As a result, its pharmaceutical market is one of the fastest growing in the world. Shalina Healthcare has participated in this growth over the years to become one of the most trusted organizations in sub-Saharan Africa. With a diverse portfolio of market-leading brands, of more than 350 products across 12 therapeutic categories, trusted by both patients and doctors. As quality is a core pillar at Shalina, we source all our products strictly from WHO-approved factories and operate state-of-the-art quality control testing laboratories in both India and China to ensure the highest quality standards are met. Our facility in India has been accredited by the governing institution for every country we operate in and has the monthly capacity to manufacture 110 million tablets, 90 million capsules, 11 million tubes, and 4 million lotion bottles. Shalina medicines are registered in more than 15 countries across sub-Saharan Africa. Unlike most pharmaceutical companies, we operate an end-to-end supply chain with an expanding network of more than 30 Shalina distribution depots across Africa that supply directly to hospitals, clinics, pharmacies, and NGOs. We're able to deliver quality medicines at affordable prices because we have full control of the supply chain from our own manufacturing facilities to our 30 distribution centers across Africa. Therefore, we cut out the middlemen and pass on these savings to our customers who are in effect buying directly from WHO quality approved facilities. At Shalina Healthcare, it's not just about supplying a product. We strongly believe in the importance of getting involved with the community and providing support in every way possible to ensure a better quality of life. A team of more than 300 professionals organizes medical seminars, pharmacy meets, product presentations, and patient outreach initiatives, all in support of a better future. In addition, Shalina Healthcare provides education scholarships and donates to important initiatives such as building water wells, schools, and churches. With the growing demand for Shalina medicines, we are continually expanding our reach across Africa. But none of this would be possible without the passion of more than 1,000 dedicated employees who strive for excellence every day and believe in everyone's right to quality yet affordable medicines. At Shalina, we are committed to finding sustainable solutions for the long-term health of Africa, while always remaining true to our mission of providing quality, affordability, and availability. We are proud to contribute to making a better future for those in need.
Oui, merci beaucoup. Nous remercions la firme Shalina parce qu'il nous permet de pouvoir déconfiner nos connaissances malgré les confinements physiques que nous connaissons à l'heure actuelle. Et donc, comme j'ai été introduit, je suis le docteur Rémi Kapongo, endocrinologue au clinique universitaire de Kinshasa. Notre activité de ce matin aura deux parties. La première partie sera consacrée au diabète et Covid, et après quoi, nous allons nous diriger vers les amis qui s'occupent des patients diabétiques pour voir un peu quelques aspects pratiques dans la prise en charge du diabète, principalement de type 2. Et quant à la première présentation concernant le diabète et Covid, notre exposé va s'articuler autour des 3 points principaux, notamment le diabète dans les pandémies virales antérieures, le diabète chez les patients Covid actuellement, et puis nous allons aborder quelques aspects de la prise en charge du diabète chez les patients atteints de Covid-19. Malgré que nous allons aborder les 3 points, mais cela ne nous empêche pas de pouvoir quand même dire quelque chose en rapport avec les généralités sur Covid-19. Bien évidemment, je ne veux pas me substituer aux infectiologues, aux éminents virologues par rapport à ça. C'est juste quelques points qui vont nous permettre de pouvoir aussi entamer les autres parties de notre exposé. Et donc, la COVID-19 est une maladie infectieuse qui est provoquée par le SARS-CoV-2. C'est depuis le 11 mars que l'épidémie a été déclarée comme étant une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé. Et en guise d'illustration, vous avez les chiffres qui sont là, plus de 3 millions déjà à travers le monde. Il faut dire que près d'1 million sont aussi guéris, quand même que le nombre de décès reste tout de même très, très inquiétant. En République démocratique du Congo, nous avons déjà dépassé la barre de 500. Et donc, au fur et à mesure que nous évoluons, la prévalence ne fait qu'augmenter. Et donc, nous avons tout intérêt à pouvoir bien s'y pencher. Quant à la transmission, eh bien, bon, ça c'est connu, c'est interhumain, contact avec les sections qui se retrouvent dans certains objets. Eh bien, sur le plan de la physiopathologie, vous avez d'abord une réplication virale qui a plusieurs étapes, à peu près 6 étapes. Mais ce qui est important de pouvoir signaler ici, c'est quoi? C'est qu'au niveau du virus et sa surface, au niveau des spicules, il y a une protéine qui est dite protéine S qui entre en contact avec les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et à partir de ce moment-là, il y a les protéases de la cellule hôte qui vont permettre à ce qu'il y ait une certaine hydrolyse et le virus va entrer à l'intérieur de la cellule. Et à partir de ce moment-là, il y a toute une machinerie qui va conduire à la réplication virale. Et donc, lorsque cette réplication virale-là commence, bien évidemment, il y a toute cette cascade de l'inflammation qui sera mise en route. Il y aura les recrutements de lymphocytes T, les autres cellules inflammatoires de premier plan, production de l'interféron. Il faut signaler qu'il y aura aussi la production de beaucoup de cytokines qui seront à la base de ce que nous appelons la tempête des cytokines ou l'orage inflammatoire. Et donc, c'est ce qui est généralement à la base des lésions au niveau des organes. Et étant donné que les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 se retrouvent non seulement au niveau des alvéoles, il y en a aussi au niveau des voies respiratoires supérieures, il y en a au niveau du cœur, il y en a au niveau des reins, il y en a au niveau du pancréas, etc. Donc, vous comprenez qu'on aura aussi comme conséquence les atteintes respiratoires. Et ici, je suis quand même diabétologue, je dois quand même attirer l'attention sur le fait que le pancréas peut aussi être touché et donc avec la possibilité qu'il y ait des hyperglycémies. Et donc, il a été noté aussi que la plupart des patients COVID-19 avec des cas sévères présentent des comorbidités, parmi lesquelles il y a le diabète sucré, c'est ce qui me concerne. Dans le diabète sucré, il y a aussi l'hypertension et les autres pathologies. Après donc une incubation au maximum de 14 jours, les signes cliniques vont apparaître, notamment la fièvre, vous avez une toux sèche, vous avez une fatigue et beaucoup plus aussi un essoufflement, mais les autres signes aussi sont totalement possibles. Et donc, le diagnostic
est posée grâce au test PCR à partir des prélèvements nasopharyngés, bronchiques ou sanguins. Bien évidemment, il faut toujours plusieurs prélèvements pour plusieurs échantillons, types d'échantillons pour permettre à ce que on puisse avoir aisément les diagnostics. Mais l'imagerie, notamment les scanners thoraciques, est aussi très indispensable parce que même lorsque les patients est testé négatif au laboratoire, mais certaines images au niveau du scanner peuvent déjà permettre à ce que ces patients, jusqu'à preuve du contraire, soient encore soignés comme étant faisant COVID. Les traitements actuellement, les volets médicaux, c'est difficile. Il n'y a pas encore un médicament qui a vraiment prouvé son efficacité manifeste. Et donc, il y a les essais qui sont en train d'être utilisés en tenant compte des différentes étapes de la réplication virale. Et donc, les patients qui ont des formes bénignes sont soignés symptomatiquement, voire même à domicile. Mais ceux qui présentent les formes sévères et critiques sont donc hospitalisés dans les unités appropriées pour les soins des soutiens. Mais par rapport au volet préventif, les vaccins sont toujours en cours de recherche. Il n'y en a pas encore qui est mis sur pied. Il faut encore attendre encore un peu de temps. Mais donc, il n'y a que les gestes barrières qui sont alors indispensables pour pouvoir permettre à ce que nous puissions éviter la transmission, la contamination. Et ces gestes sont là. Je ne veux pas revenir sur ça parce qu'on en parle à tout moment. Et donc, cela nous permet maintenant de pouvoir aborder les diabètes au cours des pandémies virales antérieures. C'est-à-dire au cours des pandémies virales antérieures, notamment dans les épidémies de SARS-CoV-1 en 2002-2003, bien évidemment, la grippe H1N1 en 2009 et même les syndromes respiratoires à COVID en 2012 au Moyen-Orient, on s'est rendu compte que le fait d'être diabétique multipliait les risques d'hospitalisation et d'admission aux soins intensifs, jusqu'à ce que même dans le MERS-CoV de 2012, 50% des patients avaient été, des patients diabétiques ont présenté cette pathologie et bien évidemment, la mortalité avoisinait presque 35% du fait du diabète. Donc, l'explication est claire, la suppression des fonctions immunitaires chez les patients diabétiques. Ça, c'est ce qui avait été noté au cours des pandémies antérieures. Mais qu'en est-il de la situation actuelle, de la pandémie actuelle? Et donc, il est prouvé aussi que non, les patients atteints de COVID-19 présentent aussi des formes sévères. Et parmi les catégories de personnes qui présentent des formes sévères, il y a aussi les diabétiques. C'est pourquoi vous allez voir en rouge pratiquement, vous avez la prévalence des patients diabétiques infectés par COVID-19. Et par rapport à la morbimortalité, de nouveau, on s'est rendu compte que le fait de faire le diabète augmente vraiment les risques, multiplie les risques par les facteurs 2.3, 2.07, de pouvoir développer les formes sévères, notamment les syndromes de détresse respiratoire aiguë. Et donc, plusieurs études ont même montré que parmi les diabétiques touchés par le COVID-19, la prévalence des non-survivants avoisinait 20 à 31%. Donc, ce qui n'est pas facile. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, il faut quand même que nous puissions attirer une attention spéciale pour les patients diabétiques qui sont touchés par le COVID-19. Alors, pourquoi alors nos patients diabétiques présentent un risque beaucoup plus élevé? Tout simplement parce qu'on a remarqué que chez eux, l'expression du récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine D est très augmentée et donc facilement l'infection s'installe, même l'entrée virale. On s'est rendu compte aussi que les patients diabétiques ont une augmentation des taux de furine et d'une protéine transmembranaire sérine 2. Ce sont des protéases qui sont impliquées dans l'introduction du virus dans la cellule et chez les patients diabétiques, c'est augmenté. Sans oublier l'imperfection de la fonction lymphocytaire avec la lymphocytopénie qui s'installe chez les patients diabétiques spécialement, ce qui aggrave la situation. Et vous avez aussi une augmentation de la production de l'interleukine 6 qui joue un rôle délétère et donc participant à ce que nous avons dit tout à l'heure, la tempête des cytokines. Et donc, le fait d'être contaminé par SARS-CoV-2, il y a un effet sur la glycémie. Il a été noté que les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine D
se retrouve aussi au niveau des îlots pancréatiques. Donc, vous comprenez qu'il y a possibilité que les cellules bêta langerhansiennes soient détruites et donc, par conséquent, être à la base d'une baisse de la sécrétion de l'insuline et d'une hyperglycémie. C'est là, donc, on peut être noté même chez un patient qui n'était pas connu diabétique. Et donc, il est donc important par rapport à ça de pouvoir très bien surveiller la glycémie au stade aigu, pourquoi pas même aussi après la guérison. Mais en dehors de ces particularités en cas d'infection à COVID, à SARS-CoV-2, il y a aussi les autres mécanismes habituels que nous connaissons, la contre-régulation avec les hormones du stress que nous connaissons, la production de TNF-alpha, qui est une résistine responsable de l'insulinorésistance pour ces récepteurs. Il y a tant d'autres aussi mécanismes qui sont impliqués qu'il ne faut pas oublier. Cette diapo est indispensable parce que ça nous permet de pouvoir savoir si le fait que nos patients diabétiques qui sont déjà sous antidiabétiques oraux, est-ce que ces médicaments, ces antidiabétiques oraux pourraient faciliter aussi l'infection par COVID-19? Et donc, pas du tout. La metformine, d'ailleurs, protège. Il y a des petits doutes sur les thiazolidinèdone, mais bon, et puis on hésite un peu sur la liraglutide. Mais jusque-là, il n'y a pas vraiment des études qui ont prouvé qu'effectivement, les antidiabétiques oraux que nous donnons à nos patients faciliteraient l'infection. Donc, jusque-là, c'est une très bonne nouvelle pour nous pour dire que les médicaments que nos malades reçoivent ne les exposent pas à cette infection. Alors, qu'est-ce que nous devons avoir comme aspect particulier dans la prise en charge des diabètes chez les patients qui sont atteints de COVID? Alors, il y a des principes qu'il faut savoir. Premièrement, l'importance de pouvoir avoir un très bon contrôle de la glycémie, parce qu'un mauvais contrôle est aussi associé à la sévérité de la maladie. Et donc, pour cela, nous devons poursuivre les antidiabétiques oraux lorsque l'infection est bénigne ou alors lorsqu'on peut être hospitalisé, mais avec un apport oral normal. Mais toujours tenir compte de quelques contre-indications éventuelles chez les patients qui sont déshydratés, éviter les inhibiteurs des transporteurs de sérum glucose au niveau rénal. La metformine doit être évitée si on vomit et chez les patients hypoxiques parce qu'il y a risque d'acidose lactique. Les sulfonines urée et l'insuline et un pouvoir hypoglycémique important doivent toujours être ajustés régulièrement pour éviter aussi les hypoglycémies qui sont délétères pour la santé de nos patients. L'insuline, quelle est la place de l'insuline chez les patients? Alors, l'insuline est utilisée pour les patients qui sont critiques, en mauvais état et chez qui l'administration orale des médicaments pose problème. Alors, la voie IV, on recourt à la voie IV avec la pousse seringue électrique, mais bien évidemment, vous comprenez qu'avec ça, il faut toujours faire des tests de surveillance répétés et cela augmente les risques d'exposition du personnel soignant, malheureusement. Ou alors, pourquoi ne pas aller avec les analogues rapides par la voie sous-cutanée? C'est une approche qui est acceptable, mais ça ne rassure pas sur un contrôle glycémique optimal. Puis, d'une seule dose d'insuline basale au cours de la journée, là, c'est difficile parce que lorsqu'on est dans des contextes aigus, l'insuline qui est préconisée, c'est l'insuline rapide, soit ordinaire, soit des analogues. Donc, ça sera difficile d'avoir des bons résultats. Alors, la perfusion continue avec la pompe à insuline, c'est une très bonne option. Pourquoi? Parce que surtout lorsqu'on a plus un pancréas artificiel qui peut en boucle fermée avoir un contrôle des glucoses et réajuster les doses de traitement, ça paraît être une option vraiment satisfaisante. D'autant plus qu'avec la pompe à insuline, même à distance, on peut suivre les résultats et réajuster les doses. Alors ici, vous savez que les patients diabétiques sont souvent aussi hypertendus, ils peuvent présenter les maladies cardiovasculaires, ils peuvent présenter la microalbuminurie, etc. Et qu'ils sont généralement sous les unités d'enzymes de conversion et parfois les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2. Non pas trop dans ces débats-ci, mais jusque-là, les cardiologues nous ont dit qu'ils pourront toujours continuer à les prescrire. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle pour nous parce que nos patients diabétiques reçoivent aussi largement ces médicaments. Quand bien même que l'expression de l'angiotensine, des récepteurs de l'angiotensine, de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 serait
augmenté chez les patients à cause de ces traitements, mais il n'y a pas de preuves pour dire que non, les faits de pouvoir administrer ces traitements-là donnaient une mauvaise évolution. D'ailleurs, il a été remarqué même la réduction de la mortalité et même de l'intubation endotrachéale lorsqu'il est passé avait une pneumonie et qu'il continuait avec leurs médicaments habituels, notamment les inhibiteurs des enzymes de conversion et les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine D. Et donc, une très bonne nouvelle encore pour nous par rapport à ça. Ne nous inquiétons pas, les statines protègent. D'ailleurs, ça empêche même à ce qu'il y ait la production de beaucoup de cytokines. Ça atténue la tempête des cytokines. Les calcibloquants ne sont pas contre-indiqués non plus. Ils n'ont rien à faire avec les récepteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. Et donc, l'aspirine aussi, notamment l'aspirine junior, peut être administrée chez les patients coronariens avec des événements cardiovasculaires en prévention primaire ou secondaire. Mais bien évidemment, il faut faire attention lorsque vous avez une coagulation intravasculaire disséminée. Alors, au cours des traitements à pandémie actuelle, COVID-19, nos patients diabétiques ont des problèmes. Ils ne savent plus se déplacer pour aller faire leur activité physique, ils ne savent plus aller vers les gymnases, vers les piscines, ils ne savent pas faire des marches. Ils ont un accès limité aux fruits et légumes frais et donc il faut toujours recourir aux aliments emballés qui sont à conséquent malheureusement riches en calories. Ils ont des difficultés de s'approvisionner en médicaments, en insuline, en aiguilles, anti-jet, etc., etc. Dans l'entretemps, ils gardent un stress mental important parce qu'ils ne savent pas quel est l'avenir de cette pandémie. Ça va s'arrêter quand, d'autant plus que pour la plupart des cas, on n'a pas encore atteint les pics et la maladie, la prévalence ne fait qu'augmenter. Et donc, face à toutes ces situations, nous comprenons bien que nos patients vont présenter une dérégulation glycémique avec des complications, parmi lesquelles vous aurez les complications aiguës, les infections, les syndromes d'hyperosmolarité hyperglycémique, les acidocétodiabétiques, pourquoi pas les événements cardiovasculaires. Et donc, il faut en tenir compte, il faut faire attention. Et donc, pour chuter, quelles sont les mesures que nous devons pouvoir aborder devant nos patients atteints de COVID-19 alors qu'ils sont diabétiques? Nous avons besoin d'une bonne alimentation équilibrée, apportant suffisamment de protéines, de fibres, évitant les graisses saturées. L'activité physique doit continuer parce qu'à la maison, on peut bien utiliser les vélos, les tapis roulants à la maison. On peut toujours bouger un tout petit peu. Il faut insister sur le fait que la prise des antidiabétiques oraux et de l'insuline doit toujours être maintenue auprès de ces patients. Et donc, éduquer les patients pour leur dire que, attention, dès que vous avez les vomissements, une fatigue, une somnolence, un essoufflement, une douleur thoracique, une faiblesse au niveau des membres, et donc il faut vite consulter. Mais dans l'entretemps, ceux qui sont à la maison peuvent toujours être revus par leurs patients à travers la télémédecine. Et donc, pour conclure, nous pouvons dire que le diabète est vraiment associé à une augmentation de l'incidence et de la sévérité des COVID-12. Le fait d'être diabétique, on a démontré que l'entrée virale était facilitée et la réponse inflammatoire était beaucoup plus importante. Il est donc nécessaire d'avoir un très bon contrôle de la glycémie chez les patients qui sont infectés. Et malheureusement, les traitements avec toutes ces restrictions actuelles, ça comprend de plusieurs challenges, mais à l'impossible ni tenu, on peut toujours, avec des innovations telles que la télémédecine, faire quelque chose pour nos patients. Voilà donc en ce qui concerne la première partie qui était consacrée à l'association COVID-19 et diabète. Et donc, merci pour votre aimable attention. Je suppose que vous êtes en train de noter des questions, vous les enverrez et à la fin de notre exposé, nous ne manquerons pas de pouvoir échanger et avoir tous vos avis. Alors, la deuxième partie est beaucoup plus consacrée aux aspects pratiques de la prise en charge du diabète de type 2. Ici, excusez-moi, par rapport au temps qui nous est imparti, il nous reste 30 minutes pour pouvoir terminer notre séance. Ici, je m'adresse plus aux amis qui internistes, les amis même généralistes qui généralement s'occupent déjà des patients diabétiques. Il y a quelques activités à faire.
au point qu'ici, là, je vous ai épargné des généralités, des définitions, des critères, des classifications, de la physiopathologie, complications, etc., etc. Ici, j'aborde directement les aspects pratiques lorsque nous sommes en face de nos patients. Voilà pourquoi notre exposé a 3 points essentiels. Nous allons aborder quand même les principes de la prise en charge diagnostique, parce que lorsque les diagnostics n'est pas très bien formulé, très bien posé, il y a des difficultés pour pouvoir soigner les patients. Et donc, cela nous amènera à la prise en charge thérapeutique. Et dans la prise en charge thérapeutique, il y a toujours les objectifs, parce qu'il ne faut pas seulement être là pour s'agiter autour de la glycémie, alors qu'il y a des autres aspects qui aussi sont concernés. Et après, nous allons voir les cas cliniques. Il y en a assez, mais en fonction du temps, on va voir ce qu'on peut présenter. Alors, par rapport à la prise en charge diagnostique, il faut toujours avoir à l'esprit que le dépistage est toujours important chez les patients diabétiques. Les sujets à risque, nous les connaissons. Les personnes âgées de plus de 45 ans, lorsqu'il y a des antécédents familiaux de diabète, lorsque les personnes sont obèses, les antécédents d'hypertension, de dyslipidémie, des macroses, tout ça, là, nous les connaissons bien, doivent donc attirer notre attention au dépistage. La glycémie à jeun ou alors l'hyperglycémie provoquée par la voie orale peut alors nous aider à ce dépistage-là efficace. L'anamnèse a toujours été importante. N'oublions pas que nous sommes dans une maladie chronique et il faut qu'il y ait une relation médecin-malade. C'est très important. Ça nous permet de pouvoir être plus proche de notre patient pour vérifier sa vie professionnelle, son activité physique, vérifier un peu son alimentation, essayer de savoir un peu comment il tient les carnets d'autosurveillance glycémique. Si au cours d'une consultation précédente, on avait modifié les traitements, est-ce que cela a produit des effets escomptés? Et pourquoi pas déjà avoir des signes d'alerte évocateurs des complications chroniques. En dehors de l'anamnèse, l'examen clinique, parce qu'aujourd'hui, beaucoup des prestataires ne prennent pas le temps de pouvoir examiner leurs patients. On les fait entrer parfois en groupe de 5, 10, on prend juste les carnets pour voir juste les glycémies et sur les traitements, alors qu'ils doivent être bien examinés. Et donc, les mensurations sont indispensables à chaque consultation. Et puis, l'évaluation des organes et des systèmes. C'est important d'évaluer la peau, les mains, chercher les souffles, les réflexes, etc., etc. Donc, un examen clinique beaucoup plus complet nous permettra de pouvoir évoluer la biologie, oui, la glycémie, avec l'autosurveillance glycémique. Il faut savoir quand, comment et pourquoi il faut tout les faire. La glycosurie, presque devenir obsolète. Bon, on les fait plus. Bon, il y a tous des endroits mais ça sous-estime un peu parce que lorsque le seuil rénal de glucose est augmenté, c'est difficile. Alors, les patients qui sont sous inhibiteurs des sérums glucotransporteurs, eh bien, ils vont aussi avoir une glycosurie, donc pas assez. L'acétonurie et l'acétonémie, pas obligatoire, pas systématique, sauf si la glycémie dépasse un certain seuil, même par exemple 250 mg, où il y a peut-être les signes d'alerte digestif, respiratoire, neurologique, ou alors sinon, dans les situations d'agression, les infections aiguës, les traumatismes, etc., tout ça, les événements cardiovasculaires, là, on peut toujours les rechercher. L'hémoglobine glyquée, qui traduit une mémoire biologique cumulative de toutes les glycémies durant la période précédente, les 2 à 3 premiers mois, c'est très important. C'est un reflet fidèle de l'équilibre. Un patient peut avoir des bonnes glycémies à jeun alors que l'hémoglobine glyquée est très perturbée. Le reste de la biologie, la fonction rénale, les lipides, tout ça, les urines, la microalbuminurie, pourquoi pas un sédiment urinaire, une culture des urines, pourquoi pas aussi d'autres examens, les hormones thyroïdiens, bon, là c'est plus qu'on est dans le diabète de type 1, etc. Les examens spécialisés ne doivent pas être négligés, notamment l'examen ophtalmologique, les EMG parfois pour mettre au point les neuropathies, et parfois les dépistages des coronaropathies silencieuses, on le sait, parfois les diabétiques font des syndromes coronariens sans douleur, il faut toujours les rechercher par des scintigraphies, par des ECG d'effort, par beaucoup de choses, il faut toujours les rechercher, il faut les rappeler et les dire encore. Les patients diabétiques doivent toujours consulter leur dentiste, ils doivent avoir des examens stomatologiques, ils doivent toujours avoir des examens gynécologiques. Et donc, le patient diabétique est un patient qui vraiment doit attirer l'attention de toutes nos disciplines si nous voulons une meilleure prise en charge. Et donc, ici, c'est là où je vais insister sur la formulation diagnostique. Donc, vous avez compris que les patients qui viennent à un polymorphisme clinique,
il peut présenter les signes d'une décompensation métabolique, il peut présenter les signes, c'est-à-dire décompensation métabolique, je vois par là, polyrée, polydipsie, polyphagie, etc. Il peut présenter les signes en rapport avec l'étiologie qui est en train de déséquilibrer son diabète. Il peut présenter aussi les signes d'une étiologie de ce diabète. Si le type 1, il y aura un profil. Si le type 2, il aura aussi un profil. Si aussi c'est un diabète secondaire à une endocrinopathie, il aura par exemple la clinique d'une thyrotoxicose, la clinique d'un syndrome de Cushing, la clinique d'un cytome, etc. Et donc, il peut aussi présenter les signes des complications en présence. Il peut avoir un coma acidocétosique, il aura ces tableaux-là. Il peut avoir une néphropathie diabétique, présenteront sur ces tableaux. Et c'est pourquoi, en guise d'illustration, il ne faut pas seulement écrire dans les dossiers médicaux diabète sucré. Ça, c'est vraiment à déconseiller auprès des prestataires. Il faut plutôt dire qu'il y a diabète sucré parce qu'il est déjà connu diabétique ou bien on a trouvé la glycémie élevée. Préciser les types. Probablement, si on n'a pas fait les sépétudes, on n'a pas dosé l'insuline. Probablement, mais si on l'a fait, on va préciser les types 2, par exemple, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Déséquilibré, il faut le dire oui ou non, en fonction des signes cliniques, en fonction de la biologie, de la glycémie ou parfois même de l'hémoglobine glyquée. Si c'est déséquilibré par quoi? Exemple, par un facteur infectieux. Ça peut être déséquilibré par une corticothérapie. Ça peut être déséquilibré par un traitement inapproprié. Et puis, préciser la complication qui est là. Quelle est la complication? On peut dire, compliqué, par exemple, d'une néphropathie diabétique parce qu'il a des œdèmes, parce qu'il a une microalbuminurie. Et bien sûr aussi, on ne peut jamais terminer la formulation diagnostique sans faire allusion au risque cardiovasculaire présent chez nos patients diabétiques. Et donc, c'est très important. Donc, dans la formulation, vous avez vu, vous avez au moins 5 éléments qui doivent entrer dans la formulation du diagnostic. Et donc, sur le plan thérapeutique, maintenant, parce que nous avons posé les diagnostics, sur le plan thérapeutique, nous avons les objectifs qu'il faut poursuivre, notamment, il faut normaliser la glycémie. Ça, c'est notre école des cliniques universitaires de Kinshasa. C'est l'école qui nous a formés, qui continue à nous faire voir toujours dans la formation que lorsque vous voulez soigner quelque chose, il faut toujours fixer les objectifs. Et par rapport à ces objectifs-là, vous devez toujours apporter les moyens conséquents. Et donc, normaliser la glycémie. Il faut traiter les facteurs de déséquilibre de cette glycémie. Il faut traiter les complications. S'il y a des étiologies éventuelles secondaires, il faut les prendre en charge et ne pas oublier les autres facteurs de risque cardiovasculaire parce que ce patient peut avoir sa bonne glycémie, mais si sa dyslipidémie n'est pas prise en charge, il peut bien vous présenter un syndrome coronarien et en mourir. Et donc, par rapport à la normalisation de la glycémie, vous avez toutes les alternatives médicamenteuses en rapport avec les différentes cibles. Donc, les médicaments sont là, les produits, nous les savons, nous utilisons les sulfonylurées, les insulinosensibilisateurs, les insulinosécréteurs, les inhibiteurs d'alpha-glycosidase, les médicaments qui agissent par la voie des incrétines, les médicaments qui inhibent les sérums microtransporteurs, pourquoi pas l'insuline. Donc, tous ces produits-là sont représentés dans cette diapositive comme étant des alternatives médicamenteuses. Et donc, voilà les différents consensus et protocoles. L'Association américaine du diabète, l'Association européenne d'études sur les diabètes et la Société francophone du diabète. Et ils ont proposé en première intention d'abord la metformine. Et donc, comprenez bien que la metformine est très importante et très indispensable dans les traitements parce que dans la pathogénie diabète de type 2, on incrimine les insulinorésistance et donc il faut y aller avec la metformine. Et maintenant, vous commencez avec la metformine, vous êtes en train de titrer votre traitement en allant avec des doses de plus en plus croissantes en fonction de l'autosuffisance glycémique. Et 3 mois après, si l'hémoglobine glycée n'atteint pas une valeur inférieure à 7%, vous passez à la deuxième intention. Et pour les sociétés savantes que je viens d'évoquer là, vous avez le choix de pouvoir à quoi s'apprendre un des médicaments dans une des familles des antidiabétiques oraux. Et en troisième intention, toujours si l'hémoglobine glycée n'est pas inférieur à 7%, choisissez une troisième molécule autre que les 2 précédentes. En quatrième intention, ainsi de suite jusqu'à ce que vous allez introduire l'insuline. Et donc, c'est bien de suivre les autres recommandations, mais là, les produits sont pris en charge. Les patients ont des mutuelles, c'est remboursé. Mais ici, en Afrique, la Fédération internationale du diabète a proposé des schémas beaucoup plus simples. Vous avez la metformine. En deuxième intention, vous
faites recours au sulfonyl urée si ça ne répond pas, parce que l'hémoglobine est toujours inférieur à 7%, avec bien sûr des doses maximales des molécules déjà en cours, vous pouvez alors recourir à l'insuline jusqu'à son intensification. Ça, c'est la Fédération internationale du diabète, les conseils qu'ils donnent aux pays africains, mais toujours dans ces pays africains, le Nord est mieux équipé que les centres, etc. Et pratiquement, par exemple, pour nous, République démocratique du Congo, on a toujours dit que les algorithmes, les consensus sont des conseils, sont des recommandations, et à chaque pays, à chaque région de pouvoir adapter ces recommandations par rapport aux contextes locaux. Et donc, dans notre environnement, donc, nous faisons recours en première intention à la metformine. Si ça ne répond pas, on passe au sulfonyl urée et après, on peut aller directement avec l'insuline jusqu'à l'intensification. Et bien évidemment, ce sont des maladies qui sont chroniques. Dans les maladies chroniques, n'oubliez pas que les formes fixes jouent un rôle capital parce que ça permet bien la compliance au traitement. Voilà pourquoi dans notre environnement, on a beaucoup plus l'association metformine avec les glibenclamide, metformine avec les glimépirides. Et donc, si vous avez bien compris, dans toutes les recommandations, la metformine arrive en première intention. Toutes les recommandations sont d'accord avec ça, à moins qu'il y ait des contre-indications bien précises. Sinon, c'est d'abord la metformine. Or, la metformine, au début, parfois, s'accompagne aussi des effets secondaires, il y a des troubles intestinaux, il y a parfois de l'intolérance, etc. Ce qui fait que de plus en plus, il existe des formes à libération prolongée, comme vous avez cette étude-là qui a essayé de pouvoir montrer, de comparer la metformine à libération prolongée par rapport à la médecine à libération immédiate. On s'est rendu compte que lorsqu'on fait recours à la forme à libération prolongée, vous avez moins d'effets secondaires et même le nombre de prises diminue sensiblement. Et donc, cela peut se résumer dans cette diapositive qui vous montre, par exemple, l'association glimépiride avec la metformine. Si vous utilisez la metformine à libération immédiate, voilà, les troubles des égations intestinaux sont élevés et vous devez toujours répéter les doses, même 3 fois. Alors que si vous faites recours à la libération prolongée, retardée, vous avez moins d'effets gastro-intestinaux et donc avec une fenêtre de l'âge, en une fois ou à peine 2 fois, pour avoir des très bons résultats. Et donc, avec ça, vous aurez une bonne compliance de votre malade, étant donné la place que joue la metformine dans la prise en charge du diabète de type 2. Et donc, n'oubliez pas de pouvoir prendre en charge, prévenir les maladies cardiovasculaires, parce que le diabète à lui-même augmente vraiment les risques cardiovasculaires. On peut déjà, par exemple, dire que même lorsqu'un patient a une tension qui est normale, le fait d'avoir le diabète, ça peut déjà lui conférer un risque cardiovasculaire qui est déjà modéré. Donc, vous comprenez que les maladies cardiovasculaires vont beaucoup se retrouver auprès de nos patients diabétiques. Et donc, pour les prévenir, il faut une bonne normalisation de l'hémoglobine glyquée, une valeur inférieure à 7%. Il faut une pression artérielle optimale. Bien évidemment, je mets inférieure à 130/80. Je n'ai pas besoin de faire chamailler mes amis cardiologues, parce qu'à chaque conférence, à chaque colloque, ils ont toujours des cibles qu'ils nous donnent. Bon, nous concédons, mais du moins chez nous, les patients diabétiques, vu les risques cardiovasculaires élevés, les valeurs encore moins de 130/80 nous donnent de bons résultats. Il faut toujours baisser les taux de cholestérol, surtout les LDL, qui est le mauvais, et donc par rapport à ça, donc facilement, les statines nous donnent de bons résultats, mais pendant cette période de pandémie, on n'a pas trop de soucis par rapport à ça. N'oublions pas non plus aussi les autres médicaments qui peuvent être organoprotecteurs, notamment les ARA2, notamment les inhibiteurs d'enzymes de conversion. Même lorsqu'il n'y a pas d'hypertension, un malade myoalbuminérique ou bien macroalbuminérique peut bénéficier de ces traitements. L'activité physique, une alimentation saine, l'arrêt du tabagisme, tout ça, ça nous donne des très bons résultats. Et donc, ce second exposé était vraiment dirigé vers nos amis qui régulièrement sont avec nos patients diabétiques. Ils les prennent en charge. Je vous ai donc épargné de toutes les généralités possibles pour juste aborder les aspects de la prise en charge, d'abord diagnostic et puis thérapeutique. Et donc, avec ça, nous pouvons sans faute aborder donc, ces cas cliniques.
Voilà notre premier cas. J'aimerais toujours qu'on me fasse signe par rapport à mes nombres de minutes pour savoir, j'ai plusieurs cas et savoir quand est-ce qu'il faut stopper parce que j'ai suffisamment de cas cliniques pour pouvoir partager ensemble. Voilà, nous avons cette Camerounaise de 56 ans qui pèse 50 kilos pour une taille de 1,43 m avec un indice de masse corporelle calculé à 28 km². Et donc, par rapport à ça, nous comprenons déjà qu'il est en surpoids. Avec une pression artérielle qui est à 156,98 mm de mercure, on signale que dans ses antécédents, elle est hypertendue, elle a une hyperlipidémie et déjà même une microalbuminurie. Même dans la famille, ses deux parents sont hypertendus et la mère est même décédée d'un événement cardiovasculaire. Vous savez que perdre un parent d'un événement cardiovasculaire avant un certain âge, selon qu'on est homme ou femme, est aussi un risque cardiovasculaire. Et donc, ce patient est diagnostiqué depuis 1 mois comme faisant le diabète sucré, mais jusque-là, aucun traitement ne lui a été prescrit. Alors, il vient à votre rendez-vous parce que il a une hémoglobine glyquée à 9,8 et une glycémie à jeun qui est à 180 mg par décilitre. Et voilà, on nous demande de pouvoir reformuler les diagnostics. Je rappelle que dans la reformulation diagnostique, diabète, type, équilibré ou pas, par quoi, complications à présence. Voilà comment toujours reformuler notre diagnostic. Et donc, un peu de réflexion. Je sais que vous êtes en train de réfléchir ensemble avec moi, même si on vous a demandé de pouvoir éteindre vos micros pour transmettre vos occupations par message que nous écrivons et nous allons réagir à la lumière de nos connaissances. Et donc, voilà, le cas est là. Et donc, si on nous demandait de pouvoir reformuler les diagnostics, premier diagnostic, nous pouvons dire, voilà, on n'a pas fait les C-peptides, on n'a pas fait c'est l'insuline, bien évidemment. On peut dire que c'est un diabète sucré, probablement de type 2. Il est temps qu'on puisse se confirmer par ces bilans-là. C'est un diabète découvert il y a 1 mois. C'est un patient à plus de 40 ans avec beaucoup d'antécédents, beaucoup d'autres facteurs cardiovasculaires. En tout cas, c'est beaucoup plus le type 2 qui est beaucoup plus probable. Donc, c'est un diabète probablement de type 2. Alors, mais ici, là, regardez, équilibré ou pas, mais la glycémie à jeun au-delà de 180, il y a quand même des objectifs. Il faut toujours avoir des glycémies à jeun autour de 110. Bon, le glycémie postprandial autour de 145. Bon, on accepte pour certaines comorbidités, à certains âges, de pouvoir remonter un peu l'objectif. Mais donc, avec une glycémie à jeun 180, rien à faire, c'est un patient qui est déséquilibré. Donc, nous allons dire que ce diabète formé de type D est déséquilibré. Alors, mais c'est déséquilibré par quoi? Tel que nous regardons, il est déjà diagnostiqué diabétique, mais jusque-là, il n'y a aucun traitement qui lui a été prescrit. Donc, on peut dire que ce déséquilibre est probablement lié à un traitement qui est inadéquat. On ne fait même pas mention au régime. Est-ce qu'il a un régime équilibré? On ne sait pas. Et donc, c'est un diabète qui est déséquilibré. Alors, les complications, compliquées de quoi? Nous sommes en train de regarder. Nous avons déjà vu qu'il y a une microalbuminurie. Vous savez que la néphropathie diabétique commence toujours par une étape d'hyperfiltration avec d'abord l'hyperfiltration et puis après vous avez un tas de latence et après vous avez une microalbuminurie. Les 3 étapes-là, c'est la néphropathie diabétique qui n'est pas encore ouverte, qui est incipiente. Donc, il faut faire attention parce que si les facteurs de risque ne sont pas pris en charge, c'est alors que ça va évoluer vers une néphropathie diabétique ouverte avec une protéinurie, une hypertension, une insuffisance rénale. Et donc ici, la complication, c'est déjà une néphropathie diabétique à un certain stade. Bon, on verra avec les compléments, les dosages de la créatinine et du reste. Les autres complications, ça ne paraît pas d'emblée être évidentes, mais ça n'empêche pas de les rechercher. On les recherchera pour savoir s'il n'y a pas d'autres complications éventuelles. Ça, c'est par rapport au diabète sucré. Donc, le deuxième diagnostic, c'est une hypertension artérielle. Bon, probablement, c'est le grade 1 parce qu'on est en dessous des 160-70, probablement le grade 1,
qui n'est pas contrôlé parce que la pression artérielle est très élevée. Nous avons dit qu'il faut que nos patients puissent avoir une pression artérielle inférieure à 130/80, bon, sinon encore inférieure à 140 sur 90. Mais là, il y a une pression artérielle à 156 sur 98. Donc, cette pression artérielle n'est pas contrôlée. Et les risques cardiovasculaires ici, c'est un risque cardiovasculaire qui est élevé parce qu'il est diabétique, il a l'hypertension. Avec la myocardiuminurie, ce sont des patients chez qui il faut faire vraiment très attention. Le troisième diagnostic, c'est la dyslipidémie, probablement parce qu'on avait diagnostiqué une hyperlipidémie il y a quelques temps. Bon, on verra si, étant donné qu'il n'y a pas eu un traitement, si ça s'est amélioré, mais on ne croit pas sûrement que ça sera encore aussi beaucoup plus augmenté. Mais n'oublions pas aussi toute l'information diagnostique dénoncer quand même le surpoids, parce que les patients avec le surpoids, ils ont une insulino-résistance aussi qui est augmentée et qui doit aussi guider la prise en charge. Et donc voilà, ça c'était la formulation diagnostique par rapport au premier point. Alors au deuxième point, il est question de pouvoir compléter les bilans. Alors dans les compléments des bilans, bien évidemment, il y a les bilans en rapport avec les contrôles glycémiques au long cours. C'est l'hémoglobine glycée à 9,8 il y a un mois. Pourquoi ne pas refaire pour avoir une idée exacte actuellement? On va faire les bilans en rapport avec la fonction bêta-pancréatique pour savoir si c'est un patient qui continue à produire encore de l'insuline. Il ne faut pas qu'on soit surpris par une étape d'insulino-récurrence. Je n'y crois pas trop, mais il faudra quand même faire tout ça, les C-peptides. Il faut aussi demander les bilans en rapport avec les retentissements. Non, mon maître, professeur Kassia, même qu'on dit le bilan des complications. Il préfère le retentissement pour l'hypertension. Leçons reçues et assimilées. Et donc, il faut faire les bilans des complications. Par rapport au bilan des complications, eh bien, vous avez l'examen ophtalmologique, vous avez l'ECG, vous avez l'échographie cardiaque, vous allez au niveau des reins faire l'urée et la créatinine. Et chaque fois que vous avez la créatinine, toujours calculer les taux de filtration glomérulaire. Aujourd'hui, il y a des applications, même dans nos machines, on peut les faire aussi aisément. Et puis, vous allez doser, chercher la myocardiuminurie et puis encore, pourquoi pas la protéinurie de 24 heures sur la myocardiuminurie est positive. Et donc, voilà un bilan par rapport aux complications que nous pouvons avoir par rapport à ce diabète. Et après, il y a les bilans des autres facteurs de risque cardiovasculaire associés. Ces bilans des autres facteurs de risque cardiovasculaire associés sont constitués de quoi? Donc, vous avez un profil lipidique, surtout avec les LDL, qui généralement ne doit pas être au-delà de 100. Vous avez les triglycérides, ce n'est pas bon que ça dépasse 150. Et donc, vous aurez ces bilans-là. On peut faire aussi, rechercher aussi l'acide urique, qui aussi est un facteur de risque cardiovasculaire aussi non négligeable. Et puis, on peut aussi donc faire les autres examens. Bon, voilà, par rapport au bilan à compléter, si je peux me récapituler, vous avez compris qu'il faut compléter les bilans en rapport avec la fonction bêta-pancréatique, en rapport avec les contrôles glycémiques au long cours, en rapport avec les complications et en rapport avec les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, lorsque vous avez circonscrit les cas de cette manière ici, vous pouvez alors proposer un traitement. Bien évidemment, ici, on nous demande de pouvoir proposer des traitements en termes d'objectifs et de moyens. Proposer des traitements en termes d'objectifs et de moyens. Et donc, quels sont les objectifs? Bien évidemment, normaliser la glycémie, traiter les facteurs de déséquilibre, traiter les complications en présence, traiter les autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, par rapport à la normalisation de la glycémie, bien sûr, vous avez les mesures hygiéno-diététiques avec une alimentation, recourir aux aliments, surtout par rapport aux glucides, à index glycémique faible pratiquement. Et, vous avez les régimes en rapport avec les autres facteurs de risque cardiovasculaire. J'y reviendrai, mais par rapport à la normalisation de la glycémie, donc il y a ces mesures hygiéno-diététiques, une alimentation équilibrée. Et puis, vous avez les médicaments. Ces patients étaient soignés depuis pratiquement un mois, mais jusqu'à il n'y a aucun traitement. C'est une faute. C'est une erreur, c'est une faute parce qu'on devait déjà lui prescrire les traitements avec cette hémoglobine glycée.
Et donc, nous allons recourir aux antidiabétiques oraux pour l'instant parce qu'on ne sent pas l'imminence de les mettre sous insuline. Et parmi les antidiabétiques oraux, nous avons dit, en première intention, c'est toujours la metformine. Mais est-ce que nous allons donner la metformine seule? C'est imprudent parce que notre patient a déjà un taux d'hémoglobine glycée qui est à 9,8. Plusieurs écoles préfèrent assez que lorsque l'hémoglobine glycée dépasse déjà ces seuils-là, écoutez, ça sera difficile de le contrôler le plus rapidement possible. Hein, et donc, on peut déjà aller avec une association. Et donc, la metformine, c'est déjà retenu. On peut commencer avec des fois 500. Une semaine après, on commence à titrer 850, pas jusqu'à des fois 1000. Et sinon, bon, si on ne veut pas avoir des doses de plus en plus fréquentes avec des effets secondaires, on peut recourir à la forme à libération prolongée. Mais à cette metformine, il faudra associer un sulfonylurée. Alors, dans les sulfonylurées, vous avez le choix, vous, en tant que diabétologue, d'utiliser les sulfonylurées en respectant les recommandations, en respectant les effets secondaires, en respectant les contre-indications éventuelles. Et donc, vous irez avec ce traitement-là, avec des rendez-vous répétés pour voir comment évoluera la glycémie de votre patient. Ça, c'est en rapport avec la normalisation de la glycémie. Mais en rapport avec les facteurs de déséquilibre, ici, nous avions incriminé probablement un mauvais traitement. Le fait que nous venons d'instaurer un traitement approprié, nous pensons que ça va bien évoluer. En rapport avec les complications, bon, nous allons voir ce que va nous donner les bilans que nous avons demandés, battement de la tête aux pieds. Mais déjà, si cette microalbuminurie se confirme, on peut compléter avec la protéine de 24 heures. Et ce patient est aussi hypertendu. Je crois que les recours aux médicaments, aux inhibiteurs du système rénine-angiotensine, ça va nous apporter des bénéfices vraiment escomptés dans l'organoprotection. Ça, c'était le traitement par rapport aux complications. Et si nous trouvons d'autres complications, bien évidemment, nous allons les prendre en charge. Et enfin, le traitement des autres facteurs cardiovasculaires. Si on trouve qu'il y a une dyslipidémie, eh bien, on va donner à ces patients-là une statine, ça va l'aider. Si on trouve qu'il y a un excès de triglycérides, on va lui donner des phénofibrates, ça va donner un bon résultat, mais sans oublier toujours les mesures hygiéno-diététiques avec une alimentation pauvre en calories tout en évitant les graisses donc saturées. Toujours par rapport au facteur cardiovasculaire, son hypertension est là, qui n'est pas bien équilibrée et donc qui n'est pas bien contrôlée. Il faudra recourir à un traitement. Ici, moi, personnellement, j'hésite à recourir à la monothérapie seule. Et la bithérapie, ici, je crois, va nous donner des excellents résultats. Et bien évidemment, les choix d'un médicament du système rénine-angiotensine, des inhibiteurs du système rénine-angiotensine, ça serait une bonne chose. Et à ces deux molécules, on pourra associer une deuxième molécule. Ça peut être un calcium ou un diurétique. Ça va donc bien nous aider. Et donc, voilà un peu. Nous avons suffisamment pris le temps avec ces cas cliniques pour pouvoir tout ça, l'analyser. Et je sais que je n'ai pas été exhaustif, je n'ai pas été complet. Peut-être que vous avez une autre façon de voir, une autre vision, un autre œil peut toujours aussi nous compléter parce que des chocs des idées jaillit évidemment la lumière. Et donc, nous allons passer à un autre cas, à moins qu'on me dise de réagir d'abord à ce cas ici. Sinon, bon, on va passer à un autre cas. Ici, je préfère passer au cas que j'ai intitulé cas numéro 4. Mais de toute façon, les cas-là ne se dépendent pas. Je pouvais passer par les cas numéro 2, numéro 3, tout ça. Mais bon, je préfère prendre un peu les cas aussi numéro 4 parce que ça nous permet vraiment de pouvoir bien étudier encore aussi les cas parce que c'est un peu plus complet. Et donc, vous avez un monsieur qui a 54 ans, qui est diabétique déjà connu, sous glimépiride et metformine en association. Glimépiride, bon, on n'a pas précisé si la metformine là était à libération immédiate ou à libération prolongée, mais ce qui est vrai, c'est une diabétique. Alors, il est reçu à 5h30 dans votre hôpital par l'équipe de garde parce qu'il présente la fièvre. Les points de côté
une toux productive avec des crachats purulents. Ah, là, c'est sûr que le médecin de garde avait paniqué à l'ère de COVID-19. Quand quelqu'un vient avec fièvre, il a une toux, eh bien, ça s'inquiète un peu. Bon, ici, bon, la toux était quand même productive avec des crachats purulents, bien que même dans COVID aussi, on peut avoir aussi une toux productive, mais c'est beaucoup plus une toux sèche. Alors, il présente aussi un syndrome polyuropolydipsique, s'agite et omnubilé. La pression artérielle ne pose pas ce problème, mais n'est pas aussi un hypertendu. La fréquence cardiaque est autour de 89, la fréquence respiratoire à 22, alors que la température est à 39,8. Donc, c'est un patient avec fièvre. Voilà, on a son poids, on a donc sa taille, et on vous dit que ce patient a, sur le plan de la déshydratation, une langue qui est sèche, avec les plis cutanés de déshydratation. On lui note un syndrome de condensation pulmonaire basal à droite. Voilà, aussi, il y a des étudiants aussi qui sont branchés quand on dit syndrome de condensation pulmonaire. Donc, on voit un malade avec un point de côté qui peut être dyspnéique à l'inspection, qui à la palpation a une augmentation de la transmission des vibrations vocales, à la palpation, effectivement, a une augmentation de la transmission des vibrations vocales. À la percussion, il a une matité pratiquement, et donc une submatité. Et à l'auscultation, on a souvent des râles crépitants ou bien un soufflet tubaire. Donc voilà, c'est les syndromes de condensation qu'on a retrouvés chez ces patients. Mais en plus, au niveau abdominal, il a une hépatomégalie qui est sensible. Bon, il n'y a pas de reflux pathojugulaire. Bon, sûrement, on s'est dit, bon, peut-être c'est un foie réactionnel à cause de ces phénomènes infectieux. Alors, on fait une glycémie capillaire, les dextro, les one touch, qui est supérieur à 500 ou à 600, tout dépend du glycomètre qui avait été utilisé. Et heureusement que le médecin de garde a été plus prudent parce qu'on le dit toujours, lorsque votre glycémie est au-delà de 500, au-delà de 600, ne connaissant pas la valeur exacte, ça peut être à 1000, ça peut être à 1200, 1500, 1800. Et donc, il faut toujours aussi recourir au dosage biochimique au laboratoire. Heureusement que le médecin de garde a obtenu ce résultat qui est à 820 mg par décilitre. On a aussi un ionogramme avec une natrémie qui est à 150 000 équivalents, déjà au-delà de 135, au-delà de 136. Une CRP qui est élevée, ce patient a une hyperleucocytose neutrophilique, je ne sais pas, peut-être 15 000, 18 000, etc. Alors, on calcule l'osmolarité, on trouve à peu près la valeur là de 370 millimol. Et donc, à la radio, vous avez le syndrome alvéolaire basal droit qui pratiquement corrobore avec la clinique de ces patients-là. Voilà, donc c'est un diabétique. Il est sous antidiabétiques oraux en combinaison fixe, mais qui vient parce qu'il a un problème infectieux, un tableau infectieux à point de départ qui est pulmonaire. Et donc, l'orientation de ce point de départ pulmonaire nous fait craindre une pneumonie. Et donc, ces patients-là, au niveau des laboratoires, a une glycémie qui est élevée, une natrémie qui est élevée, une osmolarité qui est également aussi élevée. Alors, nous devons de nouveau encore reformuler notre diagnostic par rapport aux éléments en présence. Alors, voilà, je vous laisse quelques secondes, quelques minutes. Nous avons déjà résumé les cas. C'est un diabétique qui vient quasiment en coma avec une glycémie élevée, une osmolarité élevée et un tableau infectieux. Sa radio n'est pas normale. De toutes les façons, ici, là, même si nous sommes pendant la période de pandémie à COVID-19, les médecins de garde avaient paniqué un peu, mais là, quand même, on a quand même un syndrome alvéolaire, alors que, bon, dans la maladie à COVID-19, c'est beaucoup plus des images en verre dépoli, des interstitiopathies. Bon, excusez-nous, les radiologues, parfois nous utilisons les termes que vous n'appréciez pas beaucoup sur le plan sémiologique. Et donc, voilà, nous avons au moins une orientation vers une pneumonie peut-être communautaire, une pneumonie bactérienne non spécifique. Donc, c'est beaucoup plus ça que vraiment COVID. Qu'à cela ne tienne, nous allons donc essayer de reformuler les diagnostics. Merci. Vous avez réfléchi avec moi. Nous avons réfléchi tous ensemble. Alors, comment on va reformuler les diagnostics? Par rapport à la réformulation des diagnostics, nous avons dit
nous sommes devant un diabète sucré, probablement type 2, probablement toujours pas, je n'ai pas de C-peptides, je n'ai pas la fonction bêta-pancréatique, probablement de type 2. Ça, le diabète est là parce qu'il est déjà connu diabétique. Même si la glycémie aujourd'hui était normale, il est déjà connu diabétique, donc diabète sucré probablement de type 2. Deuxièmement, ce diabète est déséquilibré. On a un syndrome polydipsique sur le plan clinique. Et sur le plan de la biologie, on a aussi une glycémie qui est à 320 mg par décilitre, c'est très élevé, donc déséquilibré. Alors, ce déséquilibre-là, c'est par quoi? Déséquilibré par, vous avez ce stress infectieux qui est là, ce facteur infectieux, vous avez une pneumonie probablement basale droite, donc c'est ce qui déséquilibre probablement ce diabète. Mais est-ce qu'il y avait déjà un déséquilibre aussi déjà en rapport avec son traitement? Est-ce que le traitement qu'il recevait là, à base de glimépiride et metformine était à dose suffisante? Ça aussi, on ne sait pas. S'il était suivi, on peut regarder dans son dossier. Mais sinon, bon, voilà, là, dans tous les cas, c'est déséquilibré pour l'instant par ces facteurs infectieux. Tous ces hormones de contre-régulation sont là, toutes ces cytokines, l'insulinorésistance, eh bien, ça peut expliquer ces déséquilibres-là. Alors, compliqué maintenant de quoi? Il y a possibilité que ce soit compliqué d'un phénomène aigu, notamment d'un coma hyperosmolaire. Ou sinon, certains vont parler des syndromes hyperosmolarité hyperglycémique. Et donc, vous avez probablement ça, tout simplement parce que vous avez l'osmolarité qui est au-delà de 340. Bon, certains ouvrages parlent même d'une osmolarité au-delà de 350 milliosmoles par. Et donc, par rapport à ça, disons que c'est compliqué de ces comas hyperosmolaires ou bien des syndromes d'hyperosmolarité hyperglycémique. Donc, voilà, jusque-là, ce qu'on peut dire. Mais cette complication en présence, c'est une complication qui est aiguë. C'est possible aussi de pouvoir avoir les complications chroniques. Bon, les bilans approfondis, on en tiendra compte. On demandera aussi pour être sûr que voilà, il n'y a pas des stigmates d'atteinte chronique au niveau rénal, au niveau cardiaque, au niveau vasculaire, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que nous allons demander pour compléter les bilans? Comme toujours, les bilans, c'est toujours en rapport avec la clinique qui est en présence. Il y a une obnubilation. Bon, on dit passer aussi les signes méningés ou pas, je ne sais pas. Bon, donc, les bilans peuvent toujours être compliqués complétés par rapport à ces problèmes aigus. Hein, tout ça dit une ponction lombaire possible. Ces bilans peuvent toujours être complétés par un scanner si on pense qu'on veut avoir beaucoup plus de précision. Tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais sinon, par rapport à ces facteurs infectieux, on a déjà l'essentiel. Mais après, il faut compléter les bilans avec les bilans de contrôle glycémique au long cours. Avant, on appelle déciler l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée élevée, ça nous dira que ce patient n'était pas très bien contrôlé. Écoutez, ce n'est pas les facteurs infectieux aigus qui peuvent directement élever l'hémoglobine glyquée, qui est les reflets de glycémie dans les 3 premiers mois précédents à l'examen. Vous allez faire aussi, on va faire aussi les bilans de la fonction bêta-pancréatique, je le répète encore, important, indispensable pour être sûr que nous sommes vraiment devant un cas de diabète de type 2. On va faire les bilans en rapport avec les complications. Comme toujours, je le répète, les fondeurs ECG, fonction rénale, fonction, tout ça, cardiaque, l'échographie cardiaque, tout ça là. Si vous avez, en examinant des soucis au niveau des membres, vous pouvez toujours faire l'échographie Doppler des membres, on peut toujours faire un angioscan des membres, etc. Tout ça. Donc, tous ces examens-là seront toujours dans les bilans là que vous allez demander. Et n'oubliez pas aussi, parce qu'il a une obésité, vous allez probablement aussi pouvoir compléter les bilans en rapport avec les autres facteurs cardiovasculaires, chercher une dyslipidémie. On prendra bien la pression encore pour être sûr qu'il n'est pas aussi hypertendu. Et donc, voilà, les bilans, on va compléter avec l'acide urique. Bref, toujours respecter les différentes étapes, la fonction bêta-pancréatique, les contrôles, les bilans, les contrôles glycémiques au long cours, les bilans des complications, les bilans des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Et donc, tout ça, ça sera demandé. Alors, à la troisième question,
On vous dit, est-ce que nous craignons une complication aiguë ou chronique ici chez ces malades? Oui, comme complication aiguë, oui, il y a cette infection qui est là. L'infection aussi peut être une complication et à la fois facteur de déséquilibre. Donc, il y a de manière aiguë cette infection qui est là, la pneumonie basale droite. Vous avez les syndromes d'hyperosmolarité hyperglycémique, vous avez donc ce coma hyperosmolaire qui est oscillation des complications aiguës que nous avons en présence. Bon, les complications chroniques, pas manifestes d'emblée, et donc je crois qu'avec les bilans, Fondaire, ECG, créatinine, urée, microalbuminurie, protéinure de 24 heures, échographie cardiaque et tout ça là, les Doppler des vaisseaux supracarotidiens, des membres inférieurs, bon voilà, ça nous dira si nous n'avons pas déjà aussi une complication chronique. Ces malades doivent être soignés parce que si on ne les fait pas, il va mourir. Mourir de quoi? De ces problèmes, de cette affection aiguë qui vient de présenter, de cette infection. Et donc, nous devons proposer un traitement d'urgence. Alors, par rapport au traitement d'urgence, toujours comme objectif, nous devons normaliser la glycémie, nous devons très bien réhydrater ces patients parce que dans le cadre des syndromes hyperglycémie hyperosmolaire, il faut une bonne réhydratation. On pourra aller à 6-8 litres, mais il y a toujours des formules qui nous permettent parfois de faire des calculs. Alors, les choix des liquides, là, c'est quoi? Bon, certains disaient à l'époque de solutions hypotoniques, mais parfois difficiles avec les complications que cela peut entraîner avec édème cérébral, etc. Mais on s'est dit, un malade qui est en hyperosmolarité, les sérums physiologiques paraissent être hypoosmolaires par rapport à son osmolarité, au point que les 2-3 premiers litres, on peut recourir donc au sérum physiologique et ça va nous donner des résultats excellents. Et donc, l'insulinothérapie, ça va se passer par la voie seringue électrique, mais là où vous n'en avez pas, vous êtes à l'intérieur, il n'y a pas de pousse-seringue électrique, etc. On peut recourir à notre schéma habituel que nous utilisons, que nous appelons schéma mini-12, schéma maison, qui a été proposé pour pouvoir parer au fait que nous avons la difficulté d'avoir des pousse-seringues électriques. Et donc, on peut administrer à ces malades là un bolus de 10 unités et puis commencer à répéter de 5 unités chaque heure et donc faire aussi les glycémies de manière régulière. Ça, c'est lorsqu'on n'a pas une pousse seringue. Mais lorsqu'on a une seringue, juste après les bolus, on place la pousse seringue et on essaie d'adapter les doses d'insuline. Et alors, n'oubliez pas que pendant que vous corrigez la réhydratation, il faut toujours une correction aussi électrolytique. Et donc, par rapport à ça, il y a possibilité de pouvoir administrer à ces malades-là du potassium à partir des 3e minute de perfusion. Si vous aviez les taux de potassium bien avant, ça va aider. Mais si on n'a pas, on peut y aller de manière empirique. Et donc, voilà à peu près par rapport au traitement d'urgence. Bon, l'hyperosmolarité avec possibilité d'hypercoagulabilité, toujours une anticoagulation préventive. Les restes, c'est le nursing, toujours en aiguille, n'oubliez pas, l'antibiothérapie, notamment les bêta-lactamines par rapport à sa pneumonie basale. En fonction de sa saturation, on va les mettre aussi sous oxygène éventuellement. Voilà en aiguë. Et ces malades-là, sûrement, s'améliorera, ces glycémies se stabiliseront. Alors, maintenant, quel sera alors le traitement à long terme? À long terme, question de voir. Il y a possibilité de pouvoir revenir aux antidiabétiques oraux en tenant compte toujours des recommandations en vigueur adaptées à nos contextes locaux. Et après ça, si les besoins en insuline est là, on verra. Mais sinon, c'est possible que ces malades, après avoir jugulé les facteurs qui a déclenché cette hyperglycémie hyperosmolaire, il y a toujours moyen de pouvoir revenir aux antidiabétiques oraux. Et à côté de ça, nous allons aussi soigner, une fois de plus, comme nous avons dit, les complications chroniques que nous allons mettre en évidence. Nous allons aussi ne pas oublier de prendre en charge les autres facteurs de risque cardiovasculaire qui seront trouvés. Et donc, voilà ce qu'on pouvait dire avec notre deuxième cas. Je pense que nous allons momentanément nous arrêter là. Je vous remercie, chers téléspectateurs, pour votre attention soutenue à cette vidéoconférence. Je remercie aussi la firme Shalina de nouveau.
Et sûrement, je vais passer la parole au modérateur du jour pour que nous puissions voir comment aborder les différentes réactions que vous nous avez envoyées. Encore une fois, merci. OK, merci beaucoup, docteur. Merci bien pour votre bien exposé. Et je vous rassure qu'il a été largement suivi à travers la République parce que les questions que nous avons obtenues viennent d'un peu partout, même de là où on ne s'attendait pas. Donc, le Banzangungu, Bumba, Kolwezi, Likasi, Uvira, Goma, Bukavu, Lubumbashi. Donc, vraiment, il y a plein de questions. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas d'aborder toutes ces questions. Néanmoins, nous allons y atteindre d'entre elles parce qu'il y en a aussi qui se répètent. Il y a beaucoup de questions sur l'actualité et il y a aussi trop de questions sur les différents capitaux que vous avez évoqués. Alors, je commencerai par la question du docteur Njonjo de Kinshasa, alors qui voudrait savoir comment la metformine qui expose parfois les patients diabétiques à une acidose et à des infections respiratoires peut protéger contre le COVID-19. Alors, je ne sais pas si je réponds. Je crois qu'on peut aller du oui. Oui, ici, le problème, c'est que sur le plan de la physiopathologie, on voulait se rassurer que le fait que nos patients étaient sous COVID-19 ne les prédisposait pas le fait que les patients étaient sous metformine ne les prédisposait pas à faire l'infection à COVID-19. C'est cet aspect que nous avons évoqué. C'est-à-dire, le fait qu'on ait à prendre la metformine ne veut pas dire que non, si on est exposé à quoi ça, au coronavirus, et immédiatement, on va faire l'infection. C'est cet aspect que nous avons voulu dire. Mais pendant maintenant qu'on va prendre en charge les malades, lorsque ces malades a une forme bénigne, je viens de le dire, on peut continuer avec les antidiabétiques oraux habituels. S'il avait la metformine, on continuera aussi avec cette metformine-là. Mais si par contre, il présente des contre-indications, déjà si une prise orale est difficile, on va puis recourir à la metformine. Si ces malades-là présentent un syndrome respiratoire aigu avec une désaturation, des hypoxies, tout ça, ça va être responsable effectivement de l'acidose lactique, comme vous avez dit, on ne prescrira pas. Donc, c'est très intéressant, très pertinent votre question. Le fait d'être sous metformine avant de contracter le coronavirus ne prédispose pas. Son diabète peut prédisposer, mais ce n'est pas la metformine qui va prédisposer à faciliter le déroulement de l'infection. Mais par contre, quand on est déjà contaminé et qu'on a l'infection, si c'est la forme bénigne, la metformine ne pose pas de problème. Mais si c'est la forme sévère, avec des hypoxies, avec une alimentation orale limitée, en ce moment-là, on va plus recourir à cette metformine. Voilà. Après, il y a même une diapositive qui avait bien précisé que non, il y a toujours des contre-indications. Nous voulons bien avoir un bon contrôle glycémique, mais il y a toujours des contre-indications par rapport à tous ces antidiabétiques oraux. Merci. OK, merci, docteur. J'enchaînerai avec la deuxième préoccupation qui est évoquée par, évidemment, là, je vais fusionner deux questions qui vont dans le même sens. Il y a le docteur Mukubu Clément de Kinshasa et Moïse Bassila de Goma. Alors, docteur Mukubu voudrait savoir sur quelle base, sur base de quels éléments on peut dire qu'il y a un risque cardiovasculaire très, très élevé. Et pour enchaîner dans le même sens, et Moïse Bassila de Goma, qui voudrait savoir, dans le même ordre, quels sont les antihypertenseurs les mieux indiqués pour un patient diabétique chez nous en RDC. Merci beaucoup pour la question. Les risques cardiovasculaires doivent toujours être évalués chez les patients. Il y a des paramètres qui nous permettent de les faire aussi, parmi lesquels les différents facteurs de risque cardiovasculaire. Vous savez que les facteurs de risque cardiovasculaire, comme on nous a appris, il y en a des modifiables et des non modifiables. Par rapport aux facteurs qui sont modifiables, vous avez le diabète sucré, vous avez l'hypertension, vous avez la sédentarité, vous avez le tabagisme, vous avez l'épidémie, etc. Parmi les facteurs qui sont non modifiables, il y a la race, il y a le sexe, il y a l'âge, etc. Bon, bien évidemment, ça, je suis en train de parler des facteurs de risque qui sont traditionnels, mais de plus en plus, il y a des facteurs de risque qui sont aussi émergents, on en tient toujours compte. Comme la microalbuminurie, l'augmentation de l'homocystéine, comme par exemple le fait d'avoir perdu un parent à un certain âge d'un événement cardiovasculaire et tout ça là, donc la tachycardie, parfois même les stress et tout ça, ce sont tous les facteurs cardiovasculaires.
Mais il est question de voir, donc on regarde le nombre de facteurs de risque cardiovasculaire en présence, on regarde la pression artérielle systolique, on regarde les taux de cholestérol de ces malades-là, tout ça. Tous ces éléments mis ensemble, il y a des diagrammes, tout ça qui existe, et des scores qui existent, qui vont vous faire prédire déjà les risques cardiovasculaires que présentent ces malades, qui n'est rien d'autre que la probabilité de pouvoir développer un événement cardiovasculaire dans les 10 années qui arrivent. Et donc, il existe même aussi des applications dans les téléphones qui sont de faire entrer certaines informations, des éléments pour évaluer les risques cardiovasculaires d'un patient diabétique. Alors, la question qui suivait, c'est quels sont les antihypertenseurs qui sont les mieux indiqués chez les patients diabétiques. J'aime toujours paraphraser ce que mon maître, le professeur Lépire, a dit souvent. Il nous dit souvent, le professeur François, que tous les antihypertenseurs sont équipotents, mais il est question seulement de pouvoir adapter les choix par rapport à chaque individu, à chaque personne par rapport à la situation. Alors, lorsque vous êtes devant un patient qui est hypertendu et qu'il a encore un diabète, sachez déjà que son risque cardiovasculaire, le peu qu'il puisse avoir, c'est modéré et puis à élevé et très élevé. Et donc, les organoprotecteurs jouent un rôle très capital et donc parmi lesquels, facilement, on peut recourir aux médicaments qui inhibent le système rénine-angiotensine et donc probablement les unités d'enzyme de conversion et puis les bloqueurs des récepteurs de l'angiotensine 2. Ça, c'est important. Mais en plus de ça, il y a aussi, parce que chez les patients diabétiques, généralement, les diabétiques hypertendus, il est déconseillé de pouvoir recourir seulement à une monothérapie. Vaut mieux encore une biothérapie avec des petites doses qu'une seule monothérapie avec des doses très élevées. Et donc, le deuxième choix, la deuxième molécule qu'il faut apporter, bon, tout dépendra des cas de la personne selon qu'il a les autres paramètres par rapport à son taux d'acide urique, par rapport à l'évolution de ses glycémies, par rapport à sa fonction rénale, etc. Tout ça. Donc, on peut faire les choix sur c'est les diurétiques, on peut faire les choix sur les calcium bloquants, tout dépendra toujours de la situation en présence. Et bien évidemment, les bêta-bloquants et les autres, tout ça, peuvent toujours être utilisés malgré tout ça comme polémique par rapport à la régulation glycémique. Mais chez les patients, par exemple, coronariens, etc., tout ça, ça joue quand même une place capitale où les patients insuffisants cardiaques, au-delà de la phase aiguë, donc ça sera toujours indispensable. Ok, docteur. Bon, en tout cas, nous allons prendre la dernière question malgré qu'elle continue à pleuvoir parce qu'il y a plus de 100 questions. On va s'arranger comme ces questions sont enregistrées chez nous. On va voir comment on pourra répondre à ça. Mais maintenant, on va prendre la dernière question. C'est celle du docteur Moïka Somo Célestin, du Canada. Alors, il dit ceci, c'est presque un cas. Il y a un patient du COVID-19 avec glycémie supérieure à 600 mg par décilitre, entre parenthèses, coma osmolaire, et avec édème aigu du poumon. Quelle conduite à tenir en tenant compte de la déshydratation qu'il faut éviter? Là, c'est docteur Moïka Somo du Canada. Oui, bien évidemment. C'est la dernière question. Vous avez raison de pouvoir évoquer ça. Ce sont des cas qui sont souvent difficiles. C'est comme la gestion parfois des chocs cardiogéniques chez certains patients qui sont en OAP. Comment il faut faire? Ça, ce sont des questions, des préoccupations qui sont très difficiles. Bon, là, c'est étonnant parce qu'il a un coma hyperosmolaire, il est censé avoir une déshydratation, alors il est encore en OAP. Et donc, possible, ce n'est pas l'impossible à la médecine, ni toujours, ni jamais. Cet OAP, alors je ne crois pas que ça sera hémodynamique par surcharge de volume. Ce sera probablement un OAP qui sera lésionnel. Et donc ici, effectivement, la situation sera difficile parce que chaque fois qu'on cherchera à remplir, ça va aggraver son tableau pulmonaire. Bon, si on ne réhydrate pas non plus aussi, c'est un malade qui va présenter aussi une déshydratation. C'est un cas qui sera vraiment difficile à pouvoir gérer. Et là, la multidisciplinarité devra entrer en code parce que des cas comme ça, en public, dans la foule, donner une attitude risque d'être répercuté par des gens. Et quand ils vont se retrouver devant certains cas, ça peut paraître des erreurs par rapport à ça. Et donc, facilement, inbox, par appel et tout ça là, on peut toujours être en contact pour
voir un peu comment on peut gérer cette situation-là. Mais je sais que là, vous êtes à Kananga, vous avez un malade qui a un coma hypersmolaire, nous le pensons, qui présente un OAP. Ça sera probablement un OAP lésionnel parce que c'est difficile à soi hémodynamique parce qu'il charge des volumes étant donné qu'il est déshydraté de l'autre côté. Par rapport à l'insulinothérapie, vous serez obligé de recourir au schéma mini-dose parce que là, je ne crois pas que vous avez la pousseringue électrique pour administrer votre insuline. La réhydratation sera prudente. Vous n'allez pas aller avec des fortes doses de 4 litres, etc. Tout ça, non. Ça sera de plus en plus prudente et dans l'entretemps, vous aurez toujours un peu les diurétiques amers pour pouvoir donner au cas où vous êtes appelé, contraint de les faire. Et les autres aspects, il faudra voir comment soigner sa COVID. C'était un patient COVID, ils ont dit, bon, sa COVID-19 avec les protocoles en vigueur selon les recommandations de l'équipe des ripostes et le nursing devra suivre, etc. Tout ça, donc, voilà comment je peux donc aborder ces cas avec nous. Mais sinon, ce sont des cas qui sont un peu atypiques. On ne sait pas donner un point de vue qui puisse être consensuel. On peut peut-être encore discuter aussi comme ça en privé pour savoir un peu ce qu'on peut faire parce qu'en public, il y a des attitudes qui risquent d'être très mal interprétées par les autres praticiens. Merci bien, docteur. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Je remercie tous ceux qui nous ont suivis. Je remercie aussi la firme Shalina pour cette vidéoconférence, une fois de plus, qui nous a permis de pouvoir déconfiner nos connaissances. Dans l'entretemps, nous sommes pendant la pandémie. Chers collègues, protégeons-nous. Nous ne pourrons pas être confinés. Nous allons toujours à l'hôpital pour prendre en charge nos patients. Gestes barrières importants. Lavons-nous les mains régulièrement. Ayons toujours nos masques avec nous. Respectons la distanciation, etc. Tout ça. Vous qui suivez les patients avec des problèmes chroniques, sachez que si nous ne prenons pas en charge, après Covid, ils vont tous décompenser les problèmes chroniques. Donc, toujours être en contact avec eux pour les suivre. Et soyons à l'aise parce que la plupart de nos médicaments que nous utilisons pour nos patients diabétiques, qu'ils soient hypertendus ou pas, qu'ils aient des difficultés ou pas, qu'ils aient asthme ou pas, tout ça, tous nos médicaments-là, jusqu'à là, ne sont pas contre-indiqués. Donc, nous sommes encore à l'aise de continuer à prendre en charge nos patients avec nos médicaments. Et lorsque nous leur prescrivons des médicaments, tenons compte de leur tolérance et pourquoi ne pas de plus en plus recourir aussi aux médicaments qui ont une libération prolongée parce que ça réduit les effets secondaires et ça réduit aussi le nombre de prises. Merci. Ok, en tout cas, merci bien, merci docteur. Vraiment, on a été très emballés à tel point qu'on n'avait même pas l'intention d'arrêter. Mais malheureusement, face aux contraintes de temps, on ne peut pas aller au-delà. Alors, nous remercions sincèrement l'orateur du jour qui vraiment nous a amené dans le monde du diabète ainsi que toutes ses complications. Nous remercions, vous les participants, en tout cas, vous avez été très, très nombreux à vous intéresser à ces sujets et nous l'avons même vu à travers les questions qui ont fusé de partout. Et nous remercions également notre dynamique équipe de délégués médicaux qui ont abattu un grand travail pour mobiliser tout ce monde. Et nous remercions aussi notre équipe dirigeante de Shalina qui ne cesse de lésiner sur le moyen pour nous permettre de continuer à garder notre engagement avec la communauté médicale, quand bien même qu'on soit en période de confinement. Encore une fois, merci. Évidemment, ça c'est une première, mais il y aura bien d'autres sessions webinaires. Je crois que la prochaine sera déjà la semaine prochaine et vous serez informés pour de plus amples détails. Encore une fois, merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Thank you very much. Good. Bon. Okay.